je voulais rapidement, pour ceux qui sont encore là, et ça c'est la partie intéressante de mon live, je vous ai parlé dans un de mes lives de comment les choses se sont passées dans les années 66, jusqu'à l'arrivée du pouvoir de Yadema. Je vous ai dit des choses, et il y a beaucoup de choses que nous devons partager avec la génération suivante. Et il y a ce livre-là, comme je le dis, très intéressant, qui sont les mémoires de Denkodio. Il y a une mise à jour qui va se faire. C'est la première version, la première édition. Il y a quelques incorrections que la famille va revoir parce qu'il y a des documents qui sont totalement bruts, hein, qui n'ont pas fait l'objet de choses, qui a été publié. Et ce livre, depuis que j'ai commencé par le lire, j'avais mes propres appréhensions, mais je comprends beaucoup de choses. Et il y a des choses que moi, quand j'étais militant, j'ai vécues, personnellement, je les retrouve dans ce livre. Je les retrouve dans ce livre. Il y a des témoignages que je retrouve dans ce livre. Et c'est ça qui est intéressant sur ce qui se passe au Togo, sur ce qui s'est passé au Togo. Et donc, je voudrais le recommander à ceux qui peuvent encore le lire. Mais je vais vous lire quelques bonnes feuilles le plus rapidement possible. Je voulais vous lire rapidement quelques bonnes feuilles le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et alors, on va le partager ensemble rapidement. Edem Kodjo parle de l'histoire de sa famille. Maintenant, il parle de ses racines politiques. Écoutez très bien. Dans les années 1950 jusqu'à 1957, y compris le contexte politique était agité. J'ai suivi les événements qui ont accompagné l'histoire du pays jusqu'à son indépendance. Je suis parti en novembre 1957 pour aller en France. Et moins de 6 mois plus tard, en avril 1958, nous étions pratiquement indépendants. Donc, je dis souvent que j'ai vécu tous ces événements. J'ai vécu tous ces événements. Mes camarades m'appelaient à l'époque à Blodeville parce que c'est dans ma maison que se passait tout ce qui existe de plus investi et authentique et authentiquement tourné vers l'indépendance de notre pays, le Togo. Dans 2 autres maisons, à Palo Pégame, à quelques 500 mètres de la mienne, se tenaient les meetings, les grands meetings. Des gens convergeaient de partout à Palo, à Pégame, où se retrouvait une seule foule. C'est une propriété des Anglois qui sont en quelque sorte les premiers occupants de la ville de Lomé. Les Bais étant les possesseurs de Lomé, mais les Anglois venus d'Aplaou, Denou, Keta, Adafianou, Angloagan, Agnako ont convergé vers Lomé. Une bonne partie de la ville de Lomé, le vieux Lomé, c'était un espace totalement anglois. On parle des familles comme les Tamekleu, les Apalo, les Forson, les Amédji. Et il y a aussi les métis, dont certains parents viennent d'ailleurs, que la Gold Coast, les Amourins, les Amerdines, les De Souza, les descendants des Brésiliens, etc. Tout ça, là, avait récupéré une bonne partie de ce qu'est la ville de Lomé aujourd'hui. Le mouvement indépendantiste avait donc commencé quelques années plus tôt, dès la fin de la guerre, par le premier vote pour la députation de l'Assemblée territoriale. Je m'en souviens bien. Une campagne de fer relayée par nous autres gamins, charbon de bois ou à la craie, blanc vif, nous écrivions sur les murs des quartiers Lomé « Akou, vive Akou ». C'était devenu un vrai slogan. Akou l'avait emporté. L'ambiance était déjà lancée et tout ce que j'observais souvent comme les dérives de la politique togolaise était déjà contenu en herbe. Radicalisme, intolérance parfois. C'est peut-être trop négatif. Disons le peu de tolérance, le nationalisme outrancier. Tout cela était déjà en gestation. Le Togo, tout était déjà en herbe. Le caractère du Togolais n'a pas beaucoup changé en ces dernières années. Le Togolais est demeuré fondamentalement le même dans sa perception des hommes politiques et des situations. Le Togolais est demeuré entier, c'est-à-dire ça, c'est bon, on va avec, ça, ce n'est pas bon, on ne doit pas aller avec. Souvent, il n'y a pas de juste milieu, pas de compromis possible. Ce n'était pas déjà dans la nature du Togolais. Il nous faut travailler le compromis au Togo. C'est intéressant de remarquer cela. On devait pouvoir un jour creuser cette posture
sur le plan psychologique cette attitude des Togolais. Je vous lis quelques bonnes feuilles. Hein. Les partis qui s'affirmaient à l'époque étaient le comité, le CUT, qui d'ailleurs était une création indirecte française. D'une certaine manière, la création en 1936 par le gouverneur Lucien Montagnier du groupe Amitié française, une association réunissant les notables togolais fidèles et amis de la France, a conduit progressivement à bâtir et à consolider l'élite togolaise elle-même. Sylvanus Olympio a créé le CUT qui recouvrait deux réalités unitaires. Dans l'esprit du gouverneur Luc Montagnier, l'unité togolaise, c'est l'unité du pays qu'il avait trouvé, un ralliement local de la STN, la Société des Nations, et du statut de la tutelle dévolue au Togo. Pour nous nationalistes, et pour les nationalistes eux-mêmes, unité, c'était toute unité des peuples du Togo, britanniques, tout le long, du sud jusqu'au nord. Mais tout cela a évolué avec le temps, puisque les gens qui ont mené la lutte ont fini rapidement par entrer en clash avec Kwame Nkrumah. Je vous ai dit que Kwame Nkrumah et Sylvanus Olympio ne s'entendaient pas. Les gens m'ont insulté pour ça. Mais tout cela a évolué. Et ils se sont retrouvés plutôt du côté du Togo sous l'administration française. Sylvanus Olympio était aussi en total clash avec Nkrumah, qu'il n'appréciait pas l'idée d'un Togo uni qui se fédérait avec le Ghana. La cause, Nkrumah ne voulait pas entendre parler de fédération. Cela faisait le jeu des Ashanti, le jeu du royaume Ashanti qui ne voulait pas d'une Gold Coast qui soit un État fort et unitaire. Comme Nkrumah ne voulait pas d'une Gold Coast qui soit la fédération de différents clans et tribus. Il ne voulait vraiment pas d'une fédération qui garantissait le rôle des chefs traditionnels. Le pouvoir Ashanti a toujours été un pouvoir tourné autour de ses traditions et de ses chefferies, ce dont Nkrumah ne voulait pas du tout entendre parler. Nkrumah voulait un État unique, solide et centralisé. Il y a donc CUT et sa branche Juvanto qui va être créée au début des années 50, qui était conçue au départ comme une aile marchande et opérationnelle du CUT. La Juvanto est devenue un parti politique par la suite. Ce parti sera persécuté par le même CUT parce que le CUT est devenu aussi le parti porteur de l'unité togolaise. La force de la Juvanto, c'était la jeunesse. Les cadres togolais qui revenaient de France étaient favorables pour la plupart à la Juvanto. Il devait y avoir une vingtaine et quinzaine d'entre eux qui vont rallier le CUT pour renforcer le CUT. Beaucoup se disaient à l'époque que si on laisse les vieux là-bas, ils prendront des décisions et ils vont faire des choses qui ne seront pas agréables et nous ne pourrons rien pour les contrer. Il vaut mieux qu'on soit dedans pour les orienter un peu. Entre-temps, entre les deux partis, le CUT et la Juvanto, il y avait une forte osmose jusqu'à ce que les choses aient commencé à aller très mal. J'espère que vous suivez. J'espère que vous suivez. Je vous donne les bonnes feuilles. Notre quartier, voilà, une chose à mentionner, les forces de l'ordre avec les Blancs étaient rares. Les forces de l'ordre, c'était des Togolais, dont un fameux Abdou. Je n'oublie jamais son nom. Le jour où il a fait un accident, j'avoue qu'on était content. J'étais avec Ben Apalo, Papa Vie, devant notre portail. Abdou apparaissait sur sa grosse moto. Il terrorisait tout le monde. Il allait dans une rue, il revenait dans une autre. La moto des forces de sécurité était une grosse machine. Celle d'Aboudou faisait un boucan de tonnerre. Et Ben Aparo me disait en effet, mon fils, tout ce qu'il a fait là, il va tomber un jour. On dirait qu'il lui a envoyé un mauvais sort. Aboudou s'est retrouvé un jour au sol. Notre quartier était constamment bouclé. Dès qu'il y a une réunion à Abloré-Pégamé, le quartier était bouclé et notre maison était particulièrement visée. Les gens essayaient de faire de l'intimidation jusqu'à nos portes. C'est vrai que le commissaire de police, le patron de la police, était un Français, mais je ne l'ai jamais vu dehors, sur le théâtre des opérations de menaces et d'intimidation. Ce sont nos compatriotes togolais qui étaient manipulés, qui effectuaient le travail dégueulasse, qui terrorisaient leurs concitoyens. Ils y avaient parfois des rixes. Alors, ils emportaient les gens pour aller les enfermer. Les jeunes des partis, pas nous les petits gamins, étaient des gens décidés et intransigeants. Les jeunes n'a pas beaucoup la jeunesse n'a pas beaucoup changé. Ils ne voulaient rien comprendre, ils étaient prêts à donner leur vie. Les gens se trompent parfois sur les Togolais. Les Togolais sont des gens qui ont fait preuve d'un courage incroyable et du sens de l'organisation souvent. Les nationalistes togolais étaient toujours au courant de tout ce que le colon voulait faire. On se demandait comment
les informations filtrées pour arriver aux leaders. Ils étaient au courant de tout. En effet, les nationalistes togolais faisaient tout pour ne pas exposer la population. Mais souvent, ça ne se terminait pas bien. Des conflits à l'intérieur, des événements, des tueries, comme des tueries de Vaughan, de Piaro, sont arrivés au fur et à mesure. Les informations arrivaient dans la maison et nous commentions. Toujours dans notre rôle de soutien, des lettres qui étaient destinées à l'extérieur nous étaient confiées pour poster de l'autre côté à la frontière du Ghana. Nous, on ne se souciait pas trop de ce qu'une lettre contenait. C'était une mission et on allait en sorte, on sort la lettre du guidon. Donc, les vieux leur donnaient des lettres, ils mettaient dans les guidons des vélos, ils traversaient la frontière, ils allaient au Ghana et ils envoyaient la lettre. La lettre n'était pas toujours timbrée, alors qu'on mettait un timbre dessus et la lettre suivait son cours. Le guidon du vélo est facile à démonter et on passait la frontière du Ghana voisin très aisément avec le vélo. Personne ne contrôlait un bambin de 12 ans ou 14 ans qui passait la frontière, particulièrement Togo-Ghana à vélo. On ne se disait rien, on n'était pas suspect. Je crois qu'en cette période-là, le contrôle était plus large qu'aujourd'hui. Personne ne te disait rien, puis parfois, personne ne t'oblige à passer devant les douaniers ou les agents de police des frontières. Tu ne rentres pas quand tu viens Kopé, quartier voisin de la frontière du Ghana. À l'époque, tu rentres dans les filaos d'autres arbres, tu traverses la frontière. Tenez, des années plus tard, bon, je laisse tomber tout ça. Je laisse tomber tout ça. Il y a des parties de bonnes feuilles que je vais vous lire. Je vais vous lire des parties assez intéressantes. Vous allez comprendre ce qui se passe. Notre indépendance le 27 avril 1960, c'était une pure formalité. Nous avions déjà gagné le 27 avril 1958 et j'ajoute toujours avant l'arrivée du pouvoir du général de Gaulle, puisque de Gaulle n'est arrivé au pouvoir qu'après la crise du 13 mai 1958 et les 13 complots du 13 mai. C'est important de le souligner. L'engagement politique en France. Edem Kodio explique des choses que vous allez comprendre. Voilà. La création du parti unique. Voilà. Dès que je suis rentré de l'Europe, j'avais été présenté au chef de l'État. J'avais été sollicité par les camarades qui étaient sur le terrain à Lomé, particulièrement le groupe des intellectuels nationalistes qui ont milité à Jeune Togo ou à la FEANF en France et qui ont déjà pour la plupart milité dans les partis nationalistes comme la Juventus, le CUT. À l'époque, il était presque rarissime de trouver des gens qui soient dans d'autres formations, dans d'autres orientations que celles des nationalistes. Ces camarades avaient formé en quelque sorte un groupe informel. Ceux qui étaient en France comme moi, ceux qui étaient ici à Lomé comme les Nuvédor Alex, les Djobo Boukari, les Ekou Paulin, les Noé Koutoukli, les Guy Kwasigan et étaient déjà les ténors. À tout cela, il fallait ajouter les gens comme Pierre Adosama. On vivait en bonne entente et on espérait continuer d'une manière ou d'une autre le combat pour la construction du Togo fort, même si Sylvanus Olympio avait été assassiné entre-temps. Et donc, ce groupe avait établi des liens, écoutez-moi très bien, et donc, ce groupe avait établi des liens avec les militaires, notamment avec le lieutenant-colonel Étienne Nyassimbe et Adema, qui apparaissait au camp comme le véritable homme fort de l'armée, qui lui aussi était ouvert envers ces gens-là. Ce n'était pas une attitude feinte, c'était une attitude qui était au départ tout à fait réelle. On vivait en bonne intelligence. C'était Guy Kwasigan qui était le grand maître des relations, qui était l'interface entre Eyadema Okan et le groupe des Mivédor, des Boba Kitani et des Djobo Boukari et des Ekou Paulin. Ce groupe m'avait fait appel et je suis revenu d'ailleurs avec une constitution que j'avais rédigée à Paris lorsque les camarades m'avaient fait comprendre qu'il y aurait probablement une étape où on se retrouverait en comité constitutionnel pour écrire ou doter le pays d'une nouvelle constitution. Je me suis dit, pourquoi pas? Comme je suis loin et que je ne fais rien de spécial pour le Togo, à l'époque, d'ailleurs, j'enseignais le droit, entre autres le droit constitutionnel. J'ai pris sur moi d'écrire cette constitution et dire que c'est Gilles-Christ Olympio, écoutez, c'est Gilles-Christ Olympio qui se trouvait également à l'époque entre Londres et Paris, surtout à Londres qu'à Paris,
qui avait été intéressé par cette idée d'écrire une nouvelle constitution et avait demandé à son beau-frère, Éric Amerdine, d'aller de temps en temps me voir pour savoir comment j'avançais dans mes études et dans la rédaction de la constitution. Effectivement, j'habitais à l'époque à Thiers, dans la grande banlieue parisienne. Et Éric Amerdine venait une fois par mois ici pour lire ce que j'avais écrit. Et il faisait des observations. Il les faisait. Si je jugeais bon d'en tenir compte, on en tenait compte. En tout cas, notoirement, j'effectuais un travail d'intérêt national, autant pour les gens de l'extérieur que pour les Mivédor et les gens qui étaient au Togo. Parmi eux, il y avait également Noé Koutouklu. Je suis rentré tout de suite. J'ai été pris en charge par ce groupe-là, donc le groupe qu'il a cité plus haut. J'ai fait le tour de tous les camarades. J'ai été même jusqu'à Accra pour voir Maître Noé Koutouklu qui, à l'époque, lui commençait à avoir déjà des attitudes hostiles envers les militaires. Les militaires avaient aussi une certaine hostilité à l'égard de Noé Koutouklu qui ne se sentait plus en sécurité au Togo, donc il est parti rester à Accra. Dans ce groupe qui m'avait pris en charge, mais en même temps, Eyadema savait que j'existais. Je rappelle qu'il m'avait même reçu lors d'un passage éclair que j'avais fait une première fois et qui n'avait pas eu d'issue parce que les camarades m'avaient dit « Non, Edouard, ce n'est pas le moment de rentrer. Vaut mieux que tu rentres, vaut mieux que tu ne rentres pas pour le moment parce que Gruniski était encore au pouvoir. » Sa lutte avec Antoine Meati continuait de très belle. Il parle de Gruniski. Meati souhaitait que je devienne son conseiller personnel et particulier à la vice-présidente. Gruniski voulait que je devienne ministre. J'ai attendu en France à l'ORTF où heureusement j'ai trouvé du travail sans l'avoir jamais demandé. Je suis rentré après avoir vu Noé Koutouklu et Eyadema, mais aussi je suis rentré après avoir vu Noé Koutouklu et Eyadema, mais aussi m'avait à l'œil. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, les services, lui, avaient signalé depuis l'Europe que ce jeune était plein de talent et de compétences. Quand je suis venu une première fois, avant que les grands frères me demandaient de ne pas rentrer encore, ils m'avaient déjà reçu. J'avais été amené chez Eyadema, chez lui par Merlo Lawson, qui courtisait ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme. Donc, il se considérait un peu comme beau-frère. C'est Merlo Lawson qui m'a amené chez lui, mais dès que Assila m'a vu, la situation s'est retournée tout de suite parce que Assila tenait à avoir le monopole. Vous savez, Assila, c'est un Assila, on ne discute pas avec lui. Ce sont des choses dont il veut avoir le monopole. Donc, Eyadema m'avait déjà vu et on avait déjà parlé ensemble. Il m'avait jaugé et moi aussi à ma manière. Et puis, j'étais reparti. Cette fois-ci, Eyadema m'a reçu et les choses ont commencé, les rapports ont commencé par suler, mais malheureusement, je suis arrivé au moment où il y avait une brouille entre Guy Kwasigan et lui. Je ne savais pas ce qui fait l'objet de cette brouille. Eyadema m'a raconté que Guy Kwasigan ne voulait plus le fréquenter. Kwasigan prenait ses distances. Les deux étaient très, très, très liés. Eyadema ne comprenait pas ce qui se passait. La femme de Guy Kwasigan, inspectrice de trésor à la direction du trésor, devait être mise à la porte pour je ne sais quel ennui. Est-ce qu'on veut la licencier? Je n'en savais rien. Kwasigan est parti voir Eyadema qui, d'un seul coup de poing de table, a réglé la question. La dame a repris son travail immédiatement. Eyadema, quand il te fait ces choses-là, il le garde en tête pour te le raconter un jour, et qui t'a fait ci, qui t'a fait ça. Il t'a fait cela avec toutes les précisions possibles. Il ne comprenait pas Eyadema. Il dit, tu comprends, je veux le nommer ministre des Affaires étrangères, il refuse. Tu te rends compte? Ça, il n'aime pas du tout. Ça, moi, je le saurai après. Je vous lis des pages. Je suis rentré 6 mois plus tard et 9 mois même, je suis rentré en août 1967. Les événements décrits se sont passés en novembre 1966. Alors, pour les événements de 1966, je vous raconte rapidement. Ensuite, il dit, mais ce monsieur-là, il refuse et on va chercher un autre avocat pour que je le nomme ministre à sa place. Cet avocat en question, c'était Maître Dalmeda. Le doyen qui aussi n'a pas accepté le portefeuille. C'est parce qu'ils ont refusé que finalement, sur les conseils des Français, il y a des mains partis chercher Moulédé
et une fois rentré dans le gouvernement, Blondin n'en sortira qu'à la retraite. De son côté, Guy Kwasiga et les autres camarades, et d'autres camarades, l'idée commençait par germer. C'est-à-dire qu'il va falloir sans doute dégager le système parce qu'ils ont conçu l'avènement des Yadema que pour qu'on leur permette d'accéder au pouvoir dans les conditions démocratiques. Je vous ai expliqué ça. Ils ne voyaient pas Yadema comme un instrument qu'ils devaient utiliser pour clarifier la situation peu à peu et prendre les rênes du pouvoir pour les nationalistes. Yadema a-t-il été pris au jeu? Yadema a-t-il été récupéré très rapidement par d'autres puissances? Toujours est-il que les camarades commençaient à sentir que le type-là n'est pas aussi maniable que ça. Et n'était pas certainement ce qu'ils pensaient, qu'il pouvait leur permettre de prendre le pouvoir et de prendre la succession véritable de Sylvanus Olympio. Ce qui va mettre le feu aux poudres. Ça a été le 21 novembre 1966. À l'époque, j'étais encore à l'ORTF, dans la maison de l'information. Je n'étais pas au département de l'information, j'étais aux finances. Et pour y aller de mon bureau au service, on traitait les informations. Il y a un couloir qu'il faut prendre. Alors, bon, on continue. Hein. Je vous lis des feuilles pour que vous compreniez ce qui se passe. Les événements décrits se sont passés en 1966. C'est pour expliquer le commencement des difficultés entre Yadema, chef d'état-major, considéré longtemps par nos grands frères comme un bon officier nationaliste. Donc, vous voyez, le reliquat des nationalistes qui étaient du culte, qui ont fait le deal avec Yadema, qui sont allés le chercher pour prendre le pouvoir, ils le considéraient comme un nationaliste. Au-delà du fait que Yadema était trempé dans l'assassinat de Sylvanus Olympio. Je vous avais expliqué ça. Et donc, quand ils ont confié, ils ont dealé avec Yadema. Au fil du temps, ils se sont rendus que Yadema n'était pas aussi maniable que ça et que ce monsieur ne va pas le laisser le pouvoir. Donc, c'est ce qu'il explique ici. Pour tout expliquer le commencement des difficultés entre Yadema, chef d'état-major, considéré longtemps par nos grands frères. Donc, quand il parle de ses grands frères, il parle de Guy Kwasigan, des Djobo Boukari, des Eklou, de tout ce que j'ai cité là. Comme un bon officier nationaliste capable d'être le piédestal sur lequel il peut vous monter pour prendre le pouvoir, et le groupe de ses grands frères dont l'interface était Guy Kwasigan. On comprend parfaitement que Kwasigan a commencé à prendre un peu de recul par rapport à Yadema, et tous les autres aussi, puisque d'ailleurs, un peu plus tard, ils voudront démissionner du gouvernement, les trois ministres, Djobo Boukari, Eklou Paulin et le grand frère Alex Mivedor. Dans ce livre, j'ai toujours remarqué que Edem Kodjo a toujours appelé Mivedor le grand frère. Et je comprendrai plus tard pourquoi. Et donc, Yadema les a renvoyés. Je ne vous ai pas nommé ensemble. Le jour où je voulais vous nommer, je ne vous ai pas demandé de venir ensemble. Vous êtes venus un à un. Alors, allez, repartez chez vous. Celui qui veut démissionner n'a qu'à venir me voir. Moi, je suis rentré dans cette période où encore apparemment, Alex Mivedor, les Djobo Boukari, qui était mon patron direct au ministère des Finances et de l'Économie, les Eklou Paulin étaient encore dans le gouvernement. Entre-temps, Yadema était devenu non seulement général, et puis le 14 avril 1967, il est devenu président. Dadjo et son comité de réconciliation n'a duré que 3 mois, de janvier à avril. Le 14 avril, les 2 premières proclamations, écoutez très bien, le 14 avril, les 2 premières proclamations qui ont servi longtemps d'actes constitutionnels pour le régime de Yadema ont été rédigées par Guy Kwasigan, le manifeste 1 et le manifeste 2. Ces 2 proclamations ont duré jusqu'à ce que le Togo ait une constitution, un jour une constitution. Contrairement à ce qui se disait au Togo, à cette époque-là, le président Yadema, qui n'était pas encore président de la République, avait quand même des soutiens de l'intelligentsia togolaise. Je dirais 90% de l'intelligence togolaise. Quand il a formé son gouvernement, Mathilde l'expliquait plus tard, il avait le soutien des gens qui venaient le voir tout le temps et qui du jour au lendemain ne venaient plus le voir. Alors il a compris que c'est parce que qu'il ne les a pas mis dans le gouvernement. Mais toute la classe politique intellectuelle pensait ainsi à l'époque, dans la mesure où il était l'homme qui détenait la force et que cette force pourrait être utile pour changer le cours de l'histoire du pays. La rupture viendra progressivement avec le temps et cela va nous poser des problèmes parce qu'à un certain moment, on ne savait plus s'il fallait aller avec les grands frères ou s'il fallait ne plus aller avec eux. Ils sont partis un à un. Il n'y avait que Mivedor qui soit resté. Mivedor est resté
Et pour nous, les jeunes, le vrai chef, c'était notre porte-flambeau, plus que les Koutoukli, Noé, plus que les Bob Akitani, plus que les Guy Kwasigan. C'était le grand frère Mivedor qui était là, la conscience absolue des jeunes cadres que nous étions, même que nous étions. Et je vous ai raconté l'histoire de Mivedor. Je vous ai dit que Mivedor, qui était nationaliste, qui ont amené beaucoup de projets auprès de Yadema, qui ont soutenu le plus longtemps possible le régime d'Enyasimbe. C'est pour ça d'ailleurs que les régimes d'Enyasimbe sont restés toujours reconnaissants aux enfants de Mivedor. Et vous savez qu'il y a pratiquement 3 enfants de Mivedor qui sont aux affaires. Il y a celle qui était jusqu'à présent ministre. Il y a son frère qui est le directeur de Togo Invest. Et ils ont, je pense, une soeur ou une cousine qui est aussi dans un projet. Et qui est la femme de Mivedor? Je parle pour que vous ayez des alliances. Je pense que Mivedor avait pour femme une certaine Aïeva. Donc, la grande famille royale de ce côté. Vous voyez les liens? Vous voyez les liens? Donc, on continue. Donc, Mivedor, quand il s'était agi de constituer cette histoire de parti unique, il y avait des comités qui ont été créés. Bon, je lis rapidement certains passages. L'idée de base du parti n'était pas un parti unique parce que moi, personnellement, je n'étais pas un adepte effréné du parti unique. Et Adema et moi, à moins qu'il m'ait dupé, étions partisans du multipartisme. Et Adema me disait, nous, Kodjo, nous allons faire notre parti. Ceux qui veulent venir avec nous viennent, avec nous. Ceux qui ne veulent pas venir avec nous constituent leur propre parti et nous allons nous mesurer devant le peuple. Parce qu'à l'époque, Adema était, comme il le disait, était convaincu qu'il était populaire. C'était sur ça que nous travaillons. Et quand on allait là-bas, c'était c'est pour ça qu'on discutait. Ce sont des idées de diversité politique qu'on allait défendre. Des fois, il venait me déposer lui-même à la maison. Il parle de Yadema. Et à cette époque-là, j'habitais à l'entrée de la rue du Stade de Lomé. Vous vous rappelez là où le président Justin Ahomadegbe a été abrité à un moment donné. Juste en face, il y avait une petite villa mignonne qu'on a cassée maintenant. De l'autre côté, il y avait la villa destinée aux 4 ministères. Les 4 ministères en question avaient leur villa là-bas. Les Malou, les Adosama et autres. J'habitais une petite villa à l'entrée. Le président Yadema venait me prendre et me déposer là-bas. Un beau jour, voilà qu'il m'appelle pour me dire, tu sais, Kodjo, c'est nous qui avions raison, mais on ne peut pas faire les choses sans tenir compte des autres. Président, c'est quoi ça? Il dit, tu sais, cette histoire de parti, nous avons raison de dire qu'il faut au moins 2 partis. Mais tes aînés ne sont pas d'accord. Donc, Kodjo estime que dans ces notes ici, que ce sont les grands frères qui ont suggéré l'idée du parti unique. Et ils parlent souvent de Mivedor. Ils me disent avec insistance que c'est dangereux 2 partis dans ce pays. Donc, Yadema dit, les frères aînés, donc, les Mivedor, lui font savoir que c'est dangereux d'avoir 2 partis. Kodjo est trop jeune. Il n'était pas là quand les applaudissements frappaient les gens. Ça, c'est ce que les grands frères disaient. Les femmes que les grossesses coulaient. C'est l'expression de Yadema. Les grossesses coulaient. Les gens ne sont pas allés à ce point dans le pays pour qu'on fasse du multipartisme. Ça va être un désastre. Tu sais ce qu'on va faire? On va commencer par un parti unique et puis après, avec le temps, on va voir quand est-ce qu'on va ouvrir cela. Voilà les bases sur lesquelles je me suis engagé avec Yadema. On va d'abord créer le parti unique. Puis, avec le temps, on va ouvrir pour permettre à d'autres partis de se créer. Je ne savais pas quelle était l'échéance de suite après. Je ne sais pas. J'ai insisté longtemps. J'ai dit, mais parti unique, Monsieur le Président. Parmi ces aînés, il y avait Jafaro Alilou, il y avait Alex Mivedor, le ministre des Affaires étrangères, Moulede. Presque tu pensais cela. Entre nous, je pensais qu'il y avait Focard. Je pensais honnêtement qu'il y avait non pas Focard en personne, mais le système Focard. Parce que les Français redoutaient aussi le basculement de cette Afrique-là, à peine indépendante, entrer dans le jeu des partis. Est-ce qu'ils ont eu tort? On a vu ce que ça a donné après 92-93. Les partis qu'on a constitués, les luttes intestines que nous avons eues, tout cela a fait perdre une bonne partie de nos chances. C'était la mode. Alors, peu après, il avait fait constituer un groupe qu'on appelait le groupe des 10. Ce groupe était constitué sur une base
un peu fumeuse au départ, parce que Yadema était convaincu qu'il n'y aurait aucun problème au nord, mais au sud. Et il n'était pas rassuré totalement. Son groupe comprenait des sudistes et des nordistes sur une base d'égalité de 5. Au nord, le groupe comprenait Mama Zindina, Odou Samson, Pascal, qui était au service du matériel, avec le vieux Brime, Emmanuel Birega, qui était le chef du fil supérieur de Naoudeba, Niamtougou, Samo Korto, et le cinquième étant Henri Dogo. Au sud, il y avait Feu Louis Amégan, il y avait Gervais Djondo, Polycarpe Johnson et Kodjo Edouard. Concernant ce groupe, il faut signaler qu'il nous a un peu mis sous la supervision de James Asila. Quand nous sommes réunis pour la première fois, je me suis dit, ce groupe-là est composé de quelques politiques, j'allais dire politicards de l'ancien temps, puis quelques jeunes cadres intellectuels. Et je me demandais comment on allait assaisonner tout ça. Toutes les questions d'État étaient discutées au sein de ce groupe. Alors, j'étais le plus jeune, mais c'était moi qu'ils écoutaient le plus. C'est moi qu'ils envoyaient souvent au front. Je suis allé voir toutes les anciennes personnalités du culte qui sont à Lomé. Et beaucoup ont accepté de nous rejoindre. La grande majorité. Certains sont allés jusqu'à dire, voilà, quelque chose comme ça. Tout simplement parce que j'ai vécu tout le temps, depuis l'école primaire jusqu'au bac, dans la maison de Ben Apalo, où se tenaient toutes les réunions décisives des nationalistes. Sylvanus Olympio même descendait là-bas. Et c'est moi qui lui prenais son vélo. Je le nettoyais. Quand il descendait après pour repartir, il était toujours content avec ses mots. Cet enfant-là, tu es bon. Ils me connaissaient tous. Les Paulins à côté, les Freitas, les Santos, les Exxon. Tout ce monde-là, Abalo Filmé, lui, il m'a conservé d'ailleurs son amitié jusqu'à sa mort. Donc, c'est moi, dans la maison de Ben Apalo, qui entretenais les vélos des figures qui venaient à la réunion. Et j'allais jouer dans la maison de Sylvanus Olympio avec Elpidio Olympio, le fils de Sylvanus Olympio. Donc, quand je venais leur parler, ils disaient, mais celui-ci, c'est notre enfant. Cela a beaucoup joué. On a commencé à travailler le terrain. C'était pas simple parce que j'ai constaté que le culte était majoritaire et que sur cela qu'il fallait travailler. Il fallait convaincre les gens là pour que nous allons faire la paix. C'est le retour aux idéaux du nationalisme, du panafricanisme, du développement du Togo. Quand vous articulez bien, ils acceptent. D'où beaucoup sont devenus membres du parti sans être du bureau. Les gens comme les Nasr, le Libanais qui était un culte total, était devenu presque mon conseiller. Les gens le voyaient tout le temps sorti de chez moi. Le vieux Odonko, qui était membre du comité du culte, était secrétaire de notre cellule dans le quartier de Koketime, Massalassi, Anago Kome. Beaucoup étaient venus dans le parti par conviction. J'étais préoccupé par Lomé. On allait aussi à Palimé, à Takpamé. Nous avions 2 voitures qui nous conduisaient, Amégan, La Clé et Djondo. Bon, je continue. Hein. Pour ceux qui sont là, il y a toujours de bonnes feuilles que je vais lire. Alors, le gouvernement de Yadema, ni Yadema lui-même, ni Asila, ni d'autres proches, ni Diafalo n'étaient membres du comité de réconciliation. Ils allaient comme en supervision aux différents conseils des ministres. Mais tout le monde s'attendait à ce que ce ne soit quelque chose de provisoire. Et 3 mois plus tard, pratiquement, le 14 avril 1967, Yadema refit un autre coup d'État à ses propres anciens coalitionnaires. Donc, Yadema est venu au pouvoir le 14 avril 1967 et non le 13 janvier 1967. Voilà les mensonges qu'on a mis du temps pour déconstruire. Il est devenu président de la République en étant lieutenant-colonel, toujours à cette époque. Dans ce gouvernement, les militaires ont pris position. James Assila était ministre de l'Intérieur, Alilou Diafalo était ministre de la Santé, Janvier Chango était ministre de la Justice. C'était essentiellement des ministres militaires au gouvernement. Il y avait des ministres civils, dont le ministre des Affaires étrangères qui était le grand frère Moulédé, les ministres des Travaux publics et des Transports et autres. Ce ministre indéfinissable était dévolu à Alex Mivedor. Assez curieusement, Djomo Boukari a pris le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances a été confié à Benoît Bédou. Et ce qui pourrait choquer les gens, ceux qui s'y connaissaient vraiment, Bédou était un administrateur de la France d'outre-mer, il était à Dakar. Voilà. On continue.
Je vous lis les bonnes feuilles. Hein. Alors, Edem Kodjo parle des gens avec qui ils ont créé le parti et des gens qui ont tellement milité dans le RPT. Je vous dis ce qu'il dit, par exemple, de Gervais Diondo. On savait depuis longtemps, moi je le savais, que Gervais Diondo, celui qui a créé Askai et tout ça, était dans les réseaux de Fokar. Et à l'époque, il se disait même que Diondo était l'un des rares Africains à ne pas être chef d'État, à assister aux obsèques de Fokar. Voilà ce que Edem Kodjo dit ici. Et ce qu'il dit, ça corrobore un peu ce qu'on savait déjà. Diondo Gervais, c'est quelqu'un qui n'est pas un petit personnage, c'est un authentique bonhomme, si j'ose m'exprimer ainsi. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi eu des débuts difficiles. Lui aussi n'était pas quelqu'un qui a commencé à faire des études primaires, secondaires, puis des études supérieures. Non, non, non. Gervais a eu aussi à trimer. Je crois qu'il était à un moment au Niger. À l'époque, il était proche de la Sawaba, de Djibo Bakari. Et puis, il est rentré au Bercail. Il avait un petit travail au ministère des Affaires sociales. Mais Diondo n'est pas un homme à rester dans une situation médiocre. Il était hyper actif. Il avait des relations dans les milieux diplomatiques, notamment auprès de l'ambassade de France. Et à un certain moment, le bruit courait qu'il était l'homme de Fokar. Mais le type ne disait rien sur ces rumeurs. Mais ce que je sais du personnage, c'est un monsieur extrêmement actif et intelligent parce que Gervais Diondo va quitter cette position de quelqu'un qui servait à la petite direction des affaires sociales et devenir rapidement chef de la circonscription administrative de Lomé, c'est-à-dire ce qui correspond à l'actuelle préfecture de Golfe. Et il résidait donc à Lomé, il était le préfet. C'est à cette époque que nous travaillons ensemble fortement pour la construction du parti unique. Et puis, surtout, Gervais est monté rapidement et est devenu directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. C'est à ce poste-là qu'il a étonné le monde par sa capacité à concevoir. Il était loin d'être médiocre. C'est quelqu'un qui vous dit que Gervais, si quelqu'un vous dit que Gervais Diondo n'a pas eu tel diplôme, vous direz que cette personne a peut-être raison. Mais en réalité, Gervais avait une intelligence pratique considérable et il est devenu directeur de la CNSS et il me l'a fait voir tout simplement. C'est lui qui a conçu et réalisé la cité de la Caisse, la résidence où les barons sont là, qu'on appelle toujours aujourd'hui la Caisse, qui a donné son nom à tout un quartier dit la Caisse. Cela a été un pari auquel les gens ne croyaient pas, beaucoup, mais il a réussi brillamment. Il s'est même proposé de réaliser d'autres tranches, mais il devra quitter le poste quelque temps après. Puis de proche en proche, il finira par devenir ministre de Yadema dans un de ses gouvernements. Ministre des sociétés d'État, portefeuille où il a géré la dénationalisation et la privatisation de plusieurs sociétés. De fil en aiguille, il va lui-même nouer des liens d'amitié avec les Nigérians de haute volée, comme Tif Fayemi Okoum et surtout le chef Lawson, dont le nom sonne togolais, mais qui est nigérian. Ce chef Lawson, qui est milliardaire comme Fayemi Okoum, c'est eux qui feront avec Gervais Diondo ce qu'on appelle aujourd'hui EcoBank. C'est particulièrement le chef Lawson qui a été le principal animateur de cette aventure financière, mais c'était des anglophones. Et si cette banque est basée ici, en pays francophone, c'est parce que Gervais Diondo était le principal animateur de ce projet. Il a eu à être pendant longtemps le président du conseil d'administration de cette entreprise. De la direction réelle, si la direction réelle a été plutôt entre les mains des Nigérians et des Ghanéens, Gervais a apporté une contribution essentielle à la création de cette banque et mérite réellement le respect que tout le monde, le respect de tout le monde là-dessus. Dans sa vieillesse, non content d'avoir fait tout cela, il s'est aussi attelé au lancement de Askai, ce qui n'est pas aussi évident que ça, avec l'appui technique de Ethiopian Airlines. La compagnie progresse et a de nombreux avions, de plus en plus d'avions qui sont pilotés de la manière éthiopienne. C'est pour vous dire que cet homme qui a été souvent critiqué est aussi un homme de qualité. Ce n'est pas par hasard que ces gens se sont retrouvés pour créer le RPT. Les gens
les ont souvent sous-estimés, mais l'histoire les a remis à leur place. Des gens qui avaient des qualités intrinsèques. Mais Gervais Diondo avait la réputation, malheureusement, d'être un peu trop activiste, trop pro-RPT, trop favorable à Yadema, qui lui en fera voir de toutes les couleurs d'ailleurs. Son cheminement n'a pas toujours été rectiligne lui aussi. Gervais a beaucoup souffert à un moment donné. Il s'est confié à moi sur l'incompréhension que Yadema, à partir d'un certain moment, a décidé de lui témoigner. Dans notre groupe des 10, il faisait office de celui qui rapportait un certain nombre de choses à Yadema, fondées comme non fondées. Toujours est-il que l'opinion lui a bâti une réputation d'homme de la France, d'homme des services secrets et des réseaux français. Nous-mêmes, nous l'appelions entre nous à voix basse Focard. On l'appelait Foc, c'est-à-dire Focard. Ça, c'est le témoignage sur Gervais Diondo. Et moi, qui suis journaliste, je savais depuis, par un certain nombre de choses, qu'il était il était dans ces réseaux Focard. Alors, l'animation politique au Togo, c'était un peu avant Sarakawa, mais surtout après Sarakawa. J'étais secrétaire général. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas encore l'animation politique. L'animation a été essentiellement acclimatée par Yao Kounale Eklo, parce que le secrétaire général a été remplacé par le secrétaire administratif et Eklo a été nommé secrétaire administratif. C'est lui qui a commencé à insuffler l'affaire de l'animation avec Djokos Amado. Il était même allé faire une sorte de stage au Zaïre. On a amené à un moment donné tout un contingent de jeunes dames, de jeunes gars là-bas au Zaïre pour participer à des concours et apprendre aussi l'animation. Cela a été une des voies de perdition du parti unique. L'animation nous a permis de retrouver quelques beaux chants, quelques belles danses de notre folklore, mais cela impliquait des entraînements, des désertions dans les services, des perversions, même sexuelles. On ne peut pas être très positif vis-à-vis de l'animation, même si Mobutu l'intégrait dans son vaste concept d'authenticité. Les résultats de l'animation sur le terrain au Togo n'ont pas été très fameux. Donc, Eliam Kodjo parle de Amados Djoko. Je vous ai dit que Amados Djoko, qui était déjà avec les Israéliens, qui a joué cette histoire d'animation politique, je ne sais pas, il a un de ses parents qui est à la Cour constitutionnelle, qui valide les élections frauduleuses. Et ce parent-là, qui est à la Cour constitutionnelle, a son fils aujourd'hui magistrat, qui est celui qui est à la Cour constitutionnelle, a son fils magistrat. Mais ce qui est intéressant, c'est que celui qui est à la Cour constitutionnelle, donc Amados Djoko, c'est l'oncle de Carlita Amorin. Carlita Amorin, c'est l'une des femmes de Faure Gnassingbé. Et donc, la mère de Carlita Amorin, elle est Amados Djoko. Vous voyez? Et donc, cet Amados Djoko est à la Cour constitutionnelle. Et donc, Amados Djoko est à la Cour constitutionnelle, mais comment appelle-t-on? Et la sœur, il y a une autre sœur de Carlita qui est aussi la femme du président de la Cour des comptes, M. Edo. Donc, Faure et M. Edo, qui est à la Cour des comptes, ont pris des femmes dans les mêmes maisons. Vous voyez les liens? Vous voyez les liens? Donc, voilà des choses qu'il faut savoir au Togo. Donc, vous avez Carlita Amorin, qui est de la grande famille Amorin, qui est la femme de Faure Gnassingbé. Sa mère est Amados Djoko de Badja. Et donc, le frère de l'oncle de Carlita est à la Cour constitutionnelle. Même quand Assouma est décédé, c'est lui qui présidait encore un peu la Cour constitutionnelle. Et ce Amados Djoko qui est à la Cour constitutionnelle, son fils est magistrat. Et donc, il y a l'autre sœur de Carlita qui est la seconde épouse du président de la Cour des comptes, M. Edo. Donc, Faure et M. Edo ont pris des femmes dans la même maison. Alors, et donc, quand je parle ici de la mort de Gaston Nyéhou. Gaston Nyéhou
qui est le beau de Yadema, c'est-à-dire le grand frère à sa femme, Madame Badanyaki. Alors, je vais en mission en France, j'apprends qu'on a poursuivi dans les rues, un soir, dans les rues de Lomé, le propre beau-frère du chef de l'État, avec sa femme à côté, on a tiré sur sa voiture, que le type n'a pas été atteint. Il a réussi à sortir de la voiture, il a couru pour escalader un mur, on lui tire dessus. Il tombe, mais n'est pas mort. Il fait le mort. Le type qui lui a tiré dessus s'approche, dit quelque chose en cabier. Il comprend. C'était ça la cause de sa mort. Après, on l'amène à l'hôpital. Les mêmes types se présentent en blouse comme des infirmiers, mais avant, sous le coup des armes à feu. Et devant la maman de Gaston Nyehou, il tire sur le monsieur et l'achevèrent à l'hôpital. Quand j'ai eu ces détails-là, j'étais hors de moi. Quand je suis revenu de la France à Lomé, je n'ai pas demandé à voir Yadema, j'ai demandé à voir le grand frère Joachim Roulindé. Je lui ai dit, mais écoute grand frère, toi, tu es pasteur, non? Comment est-ce que tu peux accepter quelque chose comme ça? Ce qui est arrivé au beau-frère du président, tu crois que c'est acceptable? Il répliqua, Edouard, Olawame, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Nous sommes des chrétiens. Il y a des choses comme ça, on ne dit rien. Tout ça, moi, je vais aller le voir et lui dire ce que je pense. Edouard, Moudekoukou, Mbayi, Afi les Pépéro, interpella Joachim Moulédé. Et quand je suis allé voir Yadema, il me dit, viens, je l'ai suivi. Il fait le tour de la place du rassemblement qui est devant son bureau au camp militaire. Il avait l'habitude de faire ça quelquefois. Je lui rends compte de ce qui m'a amené en mission en France. Il me dit, c'est très bien. C'est fini? Je dis oui. Monsieur le Président, c'est fini, mais il y a un problème. Je voulais vous parler. Monsieur le Président, j'étais à Paris, j'ai appris qu'on a assassiné votre beau-frère. Je pense que c'est quelque chose qui est inacceptable sur laquelle on doit faire la lumière parce que nous passons notre temps à dire à l'extérieur que ce régime a pacifié notre pays. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle voie. Quand les gens vont apprendre que le propre beau-frère du chef de l'État a été assassiné, qu'on lui a tiré dessus, il n'est pas mort, on l'a amené à l'hôpital et des infirmiers bizarres sont parvenus à lui tirer dessus et le tuer, alors qu'on sait que ce sont des gens de l'armée, monsieur le président, ce n'est pas acceptable. Et Adema reprend la parole. Quoi? De quoi tu te mêles? Tu connais Nyehou? Monsieur le président, oui, je le connais. En décembre dernier, nous avons passé ensemble la fête du 31 décembre à la même table. Nous avons dansé ensemble. Je le connais très bien, Gaston Nyehou. Tu sais ce qu'il a dit de toi? Tu sais ce qu'il a dit quand tu as fait le budget là? Il a embêté tout le monde ici pour dire que ce budget était artificiel. Tu sais cela? Monsieur le président, je suis désolé. Nyehou n'était pas à la hauteur de parler des finances. C'est moi qui suis ministre et je sais ce qu'est un budget. Ce qu'il dit, ça le concerne, mais tout ça ne change rien. Monsieur le président, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. On ne peut pas tolérer ça. Il me lança. Mais toi là, tu es vraiment naïf. Hein? Tu sais que quand nous nationalisions les phosphates, tu sais ce qu'il a fait lui, ce qu'il faisait lui, il parle de Nyehou. Il était de mèche avec nos adversaires. Ils lui ont proposé de l'argent. Tu le sais toi? Je dis, je ne le sais pas. S'il a fait ça, il a très mal agi. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait l'éliminer comme on l'a éliminé. Fous-moi la paix, dégage ici, fous-moi la paix, cria le président et je suis parti. Bref. Alors, accident de Sarakawa. J'étais en pleine réunion à Abidjan, une réunion de la BCAO parce que les Français venaient encore de procéder à une manipulation monétaire dans la zone. Un certain nombre de cadres que nous étions furieux, nous étions mécontents. Quand on est arrivé au conseil des ministres de la BCAO, on a exigé qu'on ait une session spéciale du conseil d'administration de la BCAO sur le sujet. On a eu tort de l'avoir convoqué à Abidjan, qu'en réalité, le vieux ne voulait pas entendre parler de cette réunion du tout. Le vieux, c'est Oufoué-Boigny. On était là quand le téléphone sonna. Quelqu'un du secrétariat vint et me dit qu'on me demandait au téléphone. Je pris le téléphone et c'est Émile Eti, mon secrétaire général du ministère des Finances et de l'Économie, qui me souffla. Monsieur le ministre, les choses vont très mal ici. L'avion du président est tombé hier et je crois qu'il faut rentrer aussitôt que vous pouvez, si possible, sur le champ. Et comment il va? Il m'indiqua qu'on ne sait pas encore bien. Je bondis tout de suite. Je pris des dispositions pour rentrer par le plus court chemin, c'est-à-dire par Accra. Il n'y avait aucun vol à Abidjan-Lomé ce jour-là. Je demandais à mon secrétaire général de me faire venir une voiture à Accra. Je rentrais précipitamment en faisant le long trajet par la route. Je débarque à Lomé. Je commençais à m'informer quand le téléphone sonna chez moi et Adema lui-même. Alors, déjà, cela me rassure. Il n'est pas mort.
Monsieur le Président, vous allez bien? C'est ma question. Oui, Kodjo, ça va. Il y a Gowon qui envoie son ministre pour m'apporter un message. Tu vas le conduire ici jusqu'à moi. Ma femme et des amis à moi étaient dans la salle à manger à table. J'étais avec eux quand le téléphone a sonné. Quand je reviens, je dis à ma femme, tu sais, je vais aller à Kara demain. Parce que Yadema avait ajouté qu'il y a un deuxième avion DC-3 qui est là disponible, qui peut m'amener. Quand j'ai dit ça, ma femme, quand j'ai dit à ma femme, je vais à Kara demain, elle sursauta. Toi, tu viens de rentrer. Et tu vas aller quoi à Kara? Tu vas aller faire quoi à Kara demain? Et comment vous allez là-bas? Je vais prendre le deuxième DC-3, l'avion. Lui affirmai-je. Elle sursauta de plus belle. Quoi? Tu es malade? Tu es fou? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas prendre ça pourquoi? Tous les gens qui étaient autour de la table étaient d'accord avec elle. L'histoire d'avion, il faut laisser tomber. Il faut aller en voiture, insistèrent-ils collégialement. Mais vous pensez que les deux avions vont tomber sur le coup? Les DC-3 sont des avions solides, ce fut ma réponse. Et Yadema m'avait dit d'amener Kounalé Eklo. C'était un moment important. C'était un moment important. Quand Kounalé Eklo a quitté Yadema, c'était pour aller directement au Zaïre. Et là, il est parti mettre le paquet sur l'animation politique. Mais parce que l'animation, après Sarakawa, a pris une autre dimension. Donc, j'appelle Eklo et il dit, vous allez là-bas comment? Le président me demande qu'on prenne les DC-3. L'informai-je? Jamais, jamais, jamais. Je vais jamais prendre, moi, je vais prendre la route. Je le rayais. Ah bon? C'est comme ça que tu es courageux, toi? Chaque fois que tu fais des discours en disant, je suis soldat, je fais l'animation, tu racontes des histoires. Et là, pour la première difficulté, tu dis que tu vas prendre la route. Tu as peur de prendre l'avion. Donc, Eklo était furieux. Le lendemain, il arrive bien grisé. Il avait bien bu. Quand on est rentré dans ce malheureux DC-3, il a encore bu du champagne et il était complètement ivre. De l'Omer Kara, ce n'est rien du tout. À peine 30-35 minutes. Ce qui s'est passé à Sarakawa, c'était tout simplement une surcharge de la DC-3. Dans l'avion accidenté, Aniko Palako, connu sous le nom de De Gaulle, un des camps de Yadema n'avait pas de place assise. Je l'avais dit dans un de mes lives. Bertrand Delair, le conseiller militaire non plus. Idem pour Nyemenya. Ils sont tous morts. Ceux-là avaient le commandant Jean Catin, avec le commandant Jean Catin. Mais ce qu'on a inventé après en disant que Sarakawa, Menyeto, et tout ça, c'était de l'utilisation très intelligente d'un événement donné en acquis politique. Et Yadema a réussi parce que le Togo était embarqué dans cette affaire avec une grande compassion pour les victimes. Quand Yadema est revenu pour annoncer que maintenant, on prend 51%, ils n'ont pas voulu, mais on prend tout. Ça a été la folie. Et Yadema n'avait jamais été aussi populaire. Bon, enfin. Alors, je vais vous lire les dernières feuilles. Je reviendrai là-dessus. Je vais vous lire les dernières feuilles. Vous savez, j'étais parmi les jeunes en 2002 qui étaient avec Agboibo quand Agboibo avait des problèmes avec Agboyome. Quand Agboibo était assigné au tribunal par Agboyome. Donc, pour nous, les leaders à l'époque, indépendamment de leur parti, tous les jeunes étaient ensemble. Donc, on était ensemble, on militait ensemble, on faisait des réunions ensemble. Et on allait au secours des leaders ensemble. Donc, il y a des gens comme Thomas Mouchoukoué, les Delphonse Akpaki, Carlos de Medeiros, paix à son âme. Donc, tous ces gens-là, on allait ensemble dans les manifestations. Et quand Agboibo avait des problèmes, on accompagnait Agboibo au tribunal. Et chaque matin, soit on allait chez lui à la maison, à Kodjo-Diakopé, ou on allait chez lui au cabinet, et on formait une espèce de cortège pour l'amener au tribunal. Et à la fin de l'audience, on le ramenait à la maison. Et on prenait les rues comme ça sans autorisation. Et quand on vient à la maison, chez lui à Kodjo-Diakopé là-bas, on restait à l'étage, sur la terrasse là-bas, et il nous faisait servir du déra et tout ça. Et il nous servait du déra. Il avait, si mes souvenirs sont bons, il avait un de ces garçons de course qu'on appelait Sotaou. Et quand on arrivait, il disait, il criait sur lui, il disait, il faut qu'il amène le déra. Et on buvait du déra et puis on rentrait à la maison. Et donc,
C'est comme ça qu'on a fait le tour jusqu'à ce que Gbagbo a été jugé, condamné, il a été arrêté. Entre-temps, Gbagbo a fait passer un message comme quoi lui n'en était pour rien et que c'est Yadema qui voulait régler ses comptes à Gbagbo. Mais Gbagbo aussi était convaincu que Gbagbo était un instrument qu'on utilisait contre lui et tout ça, c'était aussi la bataille de Yoto. Et donc, quand Gbagbo a été arrêté, quelques mois plus tard, je pense 2 ou 3 mois plus tard, il y a des leaders qui ont fait une réunion pour aller voir Yadema pour lui demander de libérer Gbagbo parce que Gbagbo était dans un état un peu difficile en prison. Et je me rappelle qu'on avait eu vent en tant que jeune de cette réunion-là et des leaders qui sont allés voir Yadema. Et Yadema avait refusé, avait mis ses barons, ses généraux qui étaient là. Les leaders aussi étaient allés dans une posture conflictuelle. Donc la réunion s'est mal passée. Et après, Gbagbo a demandé à Elem Kodjo de venir le voir en prison. Et Elem Kodjo a fait les démarches. Et les démarches ont après abouti à la libération d'Gbagbo. On avait eu vent de ça. Donc, courant 2010, j'avais été envoyé pour voir un certain nombre de leaders, pour transmettre un message à un certain nombre de leaders, pour aller en France pour faire une réunion qui a abouti à la création du FRAC. C'est moi qui ai servi de messager à tous ces leaders qui sont partis, en tout cas la plupart. Donc, je suis allé voir Gbagbo à son cabinet et on s'est vu. Gbagbo, c'est quelqu'un de, vous savez, c'est quelqu'un de très intelligent qui a toujours une idée d'avance sur son interlocuteur d'en face, mais qui n'est pas vraiment rancunier. Tu peux le critiquer, il peut être fâché, mais demain, il peut encore t'appeler s'il a besoin de toi. Donc, on s'est vu à son cabinet, je lui ai passé le message qu'il devait aller à Paris et tout ça. Il n'était pas très chaud. Il a dit, bon, tout ça là, il ne comprend rien, mais il va aller quand même. Et avant de partir, je lui ai posé quelque chose. Je lui ai dit, mais maître, j'ai quelque chose à vous demander. Il y a 2 choses que j'ai demandé à Gbagbo et j'ai eu mes réponses. L'affaire du Gabon avec le père Bongo et cette affaire d'Elem Kodjo. Je lui ai dit, mais est-ce que Elem Kodjo a joué un rôle dans votre libération quand vous étiez en prison? Nous étions les jeunes qui étions avec vous pendant tous ces moments agités, mais est-ce que Elem Kodjo, parce que les deux étaient connus comme ils ne s'attendaient pas, est-ce qu'il a joué un rôle? Gbagbo a gratté sa tête, il dit, oh, il ne m'appelle pas, c'est quoi encore cette histoire? Il dit, non, répondez-moi. Il dit, oui, il s'est passé quelque chose comme ça. Je dis, ah bon? Et je dis, mais pourquoi, quand vous avez été libéré, et vous avez remercié tout le monde, quand on était ici, vous ne l'avez pas remercié? Il dit, ah, ça, c'est la politique. Il ne peut pas le dire publiquement parce que s'il le disait, ces militants allaient dire, ah, mais vous vous entendez quand même. Donc, c'était pas quand même politiquement, c'était pas donné, quoi. Et donc, il y avait cette version qu'on avait déjà. Mais, quand on le dit ici, il le dit ici, dans ses relations avec Gbagbo. Il dit, plus tard, bon, il parle de ses problèmes avec Gbagbo et maintenant, il dit comment il est intervenu pour l'aider. Il dit, plus tard, avec Kodjo, mais pas avec Gbagbo. Et plus tard, beaucoup plus tard, quand Maître Gbagbo sera emprisonné, dans le cadre d'un bras de fer judiciaire avec le PM Gbagbo Kodjo, j'allais le visiter. Je le voyais en état piteux, donc en prison. Il commençait par développer la gale. Il se grattait tout le temps. Cela me faisait pitié. Je trouvais que ce n'était pas bien. Et c'était lui-même qui me suggéra un jour de l'aider à sortir de là en utilisant mes relations. En utilisant mes relations. Et mes relations nationales et internationales. J'irai exposer le problème devant le comité de l'opposition. Il y avait tous les leaders de l'opposition qui assistaient régulièrement à ces réunions. Je leur ai déclaré, mais notre confrère Gbagbo est dans un piteux état. Il faudrait peut-être que nous fassions une démarche auprès de Yadema pour sa libération. Cela a donné lieu à un débat, comme d'habitude, assez hargneux. Au bout du compte, Zarifou Aeva proposa une délégation pour aller rencontrer Yadema avec Messan Yinevi en tête. On ne me mit pas dans la délégation. Moi qui avais fait la suggestion. Ils vont, pardon, un instant. Je vais mettre un peu de... Un instant. Voilà, s'il vous plaît. Ils vont... Voilà.
On ne me mit pas dans la délégation, moi qui avais fait la suggestion. Ils vont à la présidence et ce fut du vinaigre. Cela a été une séance houleuse à Lomé 2. Les membres de cette délégation se sont fait insulter par les Natchaba, les Memen, les Nyofam, qui ne toléraient pas la façon dont Ninevi s'était exprimé devant le chef de l'État. On avait eu vent, on était jeunes à l'époque de cette rencontre. Les membres de la délégation seront renvoyés. Quand Maître Agboibo a pris cela en prison, dès que je suis arrivé un autre jour pour le visiter, il questionna. Comment as-tu pu laisser ces gens-là aller à Lomé 2 sans toi? Ils ne m'ont pas choisi. C'est moi qui ai ramené le sujet, mais ils ne m'ont pas choisi. Retorquai-je. Maître Agboibo répliqua. Non, ces gens-là veulent ma mort. Il faut que tu ailles toi-même voir Eyadema pour lui demander ma libération. Connaissant Maître Agboibo, je lui ai dit que c'est quelque chose que je peux faire à condition que tu en parles à tes gars, notamment ton vice-président. Et que ton vice-président m'appelle pour me confirmer qu'effectivement, tu as demandé cela. Je ne voulais plus m'exposer à une situation dans laquelle on viendrait me dire, moi, je n'ai jamais rien demandé à Kodjo, c'est lui-même qui est parti là-bas. Ainsi, le soir de ma visite à la prison chez Agboibo, c'est Maître Gaoun Egbor qui m'appela. Grand frère, comment ça va? Apollinaire m'a parlé tout à l'heure. Je t'en prie, il faut que tu prennes ce dossier en main. Je le calmais. Georges, ça va, on va s'en occuper. Et je suis parti voir Eyadema, comme convenu. Quand je l'ai soumis la requête à Eyadema, il n'en revenait pas. On est tombé en temps de carême, on était en temps de carême, Pascal, chez nous les catholiques. J'ai imploré en substance, Monsieur le Président, je suis venu vous voir pour vous demander la libération de Maître Agboibo parce que l'état dans lequel il se trouve est très précaire. Il ne faudrait pas que quelque chose lui arrive. Si il lui arrive quelque chose, vous en serez responsable. Je pense qu'il faut tout faire pour l'élargir. Il me regardait bouche bée. Quand j'ai fini de parler, il me dit ceci. C'est toi, Kodjo, qui vient me demander à moi de libérer Agboibo après tout ce qu'il t'a fait. Après tout ce qu'il a fait à moi-même, je répliquais froidement. Monsieur le Président, nous sommes en carême. Je suis chrétien. Et dans les écritures du carême, il est dit que le jeûne que je préfère, c'est la libération des gens qui sont tous sous le joug de l'oppression. Je lui avais cité des passages de Isaïe. Il me regarda bouche bée et renforçant ses propos en ces termes. Tu sais qui est Agboibo? C'est à ce moment qu'il se mettra à me parler de Maître Agboibo, des détails de leur découverte, comment il a couvé, comment il a aidé, tout ce qu'il a fait pour lui. Il lui a donné toutes les sociétés d'État comme avocat. Cela lui assurait beaucoup d'entrées d'argent. Et voilà qu'il se mit à le tromper. À l'occasion, le président Eyadema raconta ceci sur Maître Agboibo. Il sortit tout un dossier sur lui. En fait, quand il lui finit, je lui répétais, Monsieur le Président, cela ne fait rien, il faut le libérer quand même. Au bout de nos échanges, il me confia qu'il allait en visite à Paris et me demandait de revenir le voir à son retour. En quittant la présidence, j'avais le sentiment d'avoir marqué un point. Le jour où j'ai appris qu'il était rentré, le soir même, je l'appelais. Le président Eyadema Gnassingbé prenait son téléphone lui-même. Je l'appelais au camp, il prenait le téléphone lui-même. Soyez le bienvenu, Monsieur le Président, je souhaite vous voir. Il me proposa de passer le lendemain à 7h13. Alors, je me suis présenté à 7h13. On a recommencé les discussions sur Maître Agboibo jusqu'à ce qu'il lâcha. Je ne te dis rien de précis, je ne te promets rien, mais on va voir ce que cela va donner. J'ai compris qu'il allait élargir le président national du CAR. En effet, moins de 8 jours plus tard, Maître Apollinaire m'a dit Agboibo sera libéré. Il viendra, donc Agboibo, il viendra dans mon salon à Tokoin avec sa femme me remercier. On a bu à ce sujet du champagne. Le dossier de la libération de Maître Agboibo a été quelque chose qui me coûtera très cher parce qu'une fois, la machine de la propagande du CAR était largement supérieure à celle de l'UTD pour me faire passer les nouvelles. Cette machine avait le talent de vous mettre toujours en posture de coupable et de fautif. À chacun son don. Et Eyadema Gnassingbé a toujours pensé que, voilà. Donc, voilà un autre aspect que je vous ai lu. Donc, il y a plein d'autres aspects dans ce livre-là que je partage avec vous. Et je pense qu'on a suffisamment pris du temps.
Et ce livre, vous pouvez le trouver. Il y a de très, très, très bonnes révélations pour vous permettre de comprendre dans notre pays, parfois, le jeu politique, pour comprendre comment les gens, ils se détestent cordialement sur la place publique, mais parfois, ils sollicitent le soutien des uns et des autres quand ils ont des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui les lient. Il y a des histoires de famille, il y a des réseaux de groupes dans lesquels ils sont. Et pendant qu'ils se battent sur la place publique, vous allez croire que ce sont des gens qui se détestent à mort. Mais parfois, c'est des gens qui ont des rencontres, des discussions. Moi, j'ai interrogé Dem Kodjo. Je suis le dernier journaliste à avoir fait à interviewer Dem Kodjo. Et je lui ai posé cette question. Ça n'a pas été abordé dans l'interview, mais il me l'a dit. Il a dit, oui, il est venu ici. J'ai tout fait. C'est lui-même qui m'a sollicité. J'allais le voir en prison. Il était dans une situation difficile. Mais publiquement, il n'a pas voulu dire à ses militants que j'ai joué un rôle dans sa libération. C'est normal, c'est la politique. Et donc, il est venu à la maison me remercier avec sa femme. Il est resté là, on a bu du champagne ensemble. Et voilà, que c'est ça la politique, la vie parfois qui échappe aux êtres humains. Donc, quand j'ai fait cette interview à Dem Kodjo, il me l'a confirmé et j'ai compris beaucoup de choses. Donc, ce livre-là, il faut quand même le lire, il faut quand même le prendre. Les mémoires, c'est ce qu'il y a de plus inaltérable. C'est-à-dire, la mémoire est conforme à ce que le gars a fait tous les jours. Et donc, c'est des notes, c'est des notes authentiques, des faits qui se sont passés. C'est comme moi, quand je rencontre quelqu'un, je prends toujours des petites notes le soir quand je reviens à la maison. Un bon historien, je prends toujours des petites notes, je les garde. Et demain, pour que je me souvienne qu'à telle période, j'ai fait telle chose, j'ai été ici, telle personne a dit ça, j'ai écouté, j'ai enregistré. Vous voyez. Et donc, les mémoires de Dem Kodjo, l'homme, celui qui voulait changer l'Afrique, c'est un très, très bon livre, surtout la partie indépendance. Comment est-ce que les gens se sont organisés pour faire venir Yadema au pouvoir et comment Yadema leur a échappé et comment est-ce que Yadema a commencé par les tuer un à un. Et à partir du moment où ils ont compris que Yadema ne pouvait pas leur remettre le pouvoir, alors que c'est eux qui l'ont fait venir au pouvoir parce qu'ils considéraient Yadema comme quelqu'un voilà, qu'ils pouvaient contrôler. Et comment est-ce que ces familles sont toujours liées jusqu'à ce jour et qu'il y a des passerelles. Qu'il y a des passerelles. Je viens de parler tout à l'heure d'Emi Veda, des Amados Dioko. Et vous allez voir tout ce que Dem Kodjo a dit ici sur le père de Sina Lawson, Francisco Lawson, celui qui a bâti le camp, c'était un génie militaire, celui qui a bâti le camp Landia, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont fui le Togo avec ses enfants et avec comment est-ce qu'il y a eu un certain nombre de choses tous les événements qu'il y a eu au Togo, dont il était au courant, c'est quand même un bijou, ce livre-là, qui permet de se ressourcer sur les événements et de comprendre aujourd'hui ce qui se passe sur la scène politique et pourquoi parfois il y a des choses qui se passent et qui nous échappent. Parce que les liens de sang, les liens de famille sont plus forts que certaines choses. Vous comprenez? Donc, voilà. Et si tous les Togolais, les hommes politiques togolais qui partent les uns après les autres peuvent laisser leur mémoire, ce serait intéressant. Et Dem Kodjo dit ici, comment est-ce que, bon, il était en confrontation avec Agbo tout le temps. Comment est-ce qu'il a acheté un collaborateur d'Agbo? Il a réussi à acheter un collaborateur d'Agbo à qui il a donné 5 millions pour que ce collaborateur puisse lui fournir des preuves compromettant sur Agbo, sur comment Agbo avait des relations avec Yadema, Agbo faisait des trucs avec Yadema, il allait chez Yadema. Et ce collaborateur lui a donné des documents vraiment compromettants sur Agbo. Il a donné à ce collaborateur 5 millions. Et ce collaborateur, c'est celui qui tenait le sac d'Agbo. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup de choses en politique. Il y a beaucoup de choses en politique. Il a parlé aussi des journalistes qui tiraient sur lui, qui étaient envoyés par Agbo, qui tiraient sur lui. Comment est-ce qu'il les a rencontrés? Comment ces journalistes ont retourné leur plume contre Agbo? Lucien Messon, qui est ici, il en a parlé. Il a parlé de Philbert Atisso. Il a parlé de pas mal de gens. Et les circonstances dans lesquelles il a rencontré ces gens-là, ce qu'ils ont fait ensemble et tout. Il a parlé de comment est-ce que ils se sont battus aussi avec Voulé Frititi, qui a été missionné par Yadema pour voir comment ils vont pouvoir récupérer le Togo britannique, mais en douce. Et donc, Yadema a donné de l'argent à Voulé Frititi, qui réunissait à Palimé les chefs de la Volta Ridine, qui étaient très entretenus par Yadema
pour voir comment s'ils allaient pouvoir mettre la main pour récupérer le Togo britannique. Et il a parlé de ses relations avec Gilles Christ qui ont commencé depuis Paris. Hein, déjà dans les années 60, il travaillait avec Gilles Christ. Il était habitué à leur maison. Il allait jouer au tennis dans leur maison. Il connaissait bien Sylvanus Olympio. Il voyait Sylvanus Olympio venir aux réunions chez Ben Apalo. Il nettoyait le vélo. Et donc, tout ça, c'est très, 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 très intéressant. Il a parlé de Jean-Lucien Saville-Tové aussi. Ouais, son père et Jean-Lucien Saville-Tové aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais mettre fin à ce live-là. C'est le premier d'une série de lives. Dès que le livre sera à Lomé, vous le verrez certainement dans... Je ne sais pas quelle librairie fonctionne encore à Lomé aujourd'hui. C'est Bon Pasteur, c'est ça? Librairie Bon Pasteur. Et comme je le disais tantôt, moi, je me rappelle qu'il y a des questions que moi j'ai eu à poser à Gbagbo parce que moi j'étais très, 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 très direct avec certains opposants quand j'apprenais des choses. Et Gbagbo aimait être taquiné. Et donc, sur l'affaire, je vous ai dit que je lui ai posé des questions sur l'affaire de Demkodio, mais aussi sur l'affaire du Gabon, quand Gbagbo était Premier ministre en 2017. Gbagbo était vraiment quelqu'un qui était aimé par Bongo Père, parce que Bongo Père était convaincu que Gbagbo avait des pouvoirs surnaturels. Gbagbo lui a amené quelques féticheurs là-bas pour faire des consultations. Vous vous rappelez qu'on disait qu'Gbagbo avait disparu avec le fauteuil des Yadima. Donc, Bongo croyait à ça. Et comme tous les chefs d'État africains sont dans le mysticisme, Gbagbo a amené quelques féticheurs là-bas au Gabon pour faire des consultations pour le vieux Bongo. Et Bongo a beaucoup joué, a beaucoup pesé dans la balance en 2006 pour qu'Gbagbo soit Premier ministre. Parce que les autres avaient plutôt le soutien de Blaise Compaoré. Les Ninevi et les gens de l'UFC, c'était beaucoup plus Compaoré, mais c'est Bongo qui a beaucoup joué pour qu'Gbagbo soit Premier ministre. Et quand Gbagbo est devenu Premier ministre, il est allé chez Bongo. Bongo lui a envoyé un jet privé. Et en revenant, Bongo lui a donné l'équivalent de 1 milliard. Et donc, cette information avait fuité. Et merde. Alors, cette information avait fuité. Et moi, je suis parti voir Gbagbo. J'ai dit, mais maître, il y a quelque chose là que les gens racontent. Est-ce que c'est vrai tout ça? Ah, tu as encore appris ça? J'ai dit, mais il y a des choses qui circulent. Et il m'a confirmé à demi-mot et j'ai beaucoup souri. Et donc, voilà. Donc, Gbagbo, c'était quelqu'un d'assez abordable. Il était avec ses forces et ses défauts, mais très intelligent, mais abordable. Il n'était pas rancunier. Tu lui demandes des choses. S'il veut te dire, il va te dire. Et voilà. Donc, j'espère que lui aussi, il a laissé ses mémoires. Il a laissé ses mémoires qu'on va pouvoir lire. Et voilà, qu'on va pouvoir lire. Et à l'époque, quand je disais de ces choses-là, c'est ces militants qui m'insultaient. Et quand ils ont fait la scission, ils sont venus me dire, ah, c'est vrai ce que je disais. J'ai dit, bon, voilà. Mais bon, voilà. Il était quelqu'un de bien, très engagé aussi, mais bon, mais avec ses forces et ses défauts, quoi. Voilà. Donc, voilà. Voilà la classe politique togolaise. J'espère que vous aurez ce livre-là et le lire aussi. Ouais, Bitokotipo est décédé, c'est moi-même qui l'ai annoncé aujourd'hui sur ma liste de diffusion le matin très tôt. Et donc, voilà, je vous recommande ce livre-là. Et les premières pages vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Merci. Merci à vous tous. Merci pour ce moment de plaisir et de partage. Ce que nous devons je vais conclure ce live, ce que nous devons pour notre peuple, c'est la vérité. Ce que nous devons pour les Togolais, c'est la vérité. Si nous ne sommes pas capables de dire un certain nombre de vérités au peuple togolais, demain sera plus compliqué qu'aujourd'hui. Celui qui dit que demain, il n'y aura pas de problème, la personne ment. Il y aura des problèmes, mais ce sera la capacité des futurs dirigeants à gérer les problèmes. Faure, lui, finira par partir. Faure, aujourd'hui, il est dans une situation inconfortable. Il est dans une situation inconfortable. La solution viendra de quelque part, forcément.
la solution viendra de quelque part, d'une manière ou d'une autre. Lui-même, il le sait. C'est pour ça que au pays, il est barricadé, il sort avec des hélicoptères, des voitures, des armes partout. Ce n'est pas quelqu'un qui est serein. Et dans cette région-là, il est isolé. Il le sait aussi, parce qu'il a fait des alliances contre nature. Aujourd'hui, il est isolé. Et il sait que personne n'accepte ce qu'il est en train de faire et que ça ne peut pas durer longtemps possible, le plus longtemps possible. Mais les Togolais doivent se préparer. Et ça passe par notre capacité à anticiper. Et comme je l'ai dit tantôt dans le live, si nous passons 63 ans avec les Gnassingbé dans les difficultés, avec tout ce qu'on a connu, si après les Gnassingbé, on n'arrive pas à stabiliser le pays, alors là, on aura tout perdu. Et les Gnassingbé sont en train de poser des balises pour que demain, le pays aille dans tous les sens. Vous ne le voyez pas. Avec tout ce qu'ils laissent faire, ils laissent les choses faire dans le pays. Ils laissent tout le désordre s'installer dans le pays. Ils bradent le pays aux étrangers. Tout ça, c'est pour créer des problèmes demain. Et donc, il doit y avoir des gens qui réfléchissent à anticiper tout ça. Sinon, ça va être très compliqué. Le Togo n'est pas un pays très grand. C'est un pays qu'on peut rebâtir rapidement avec sa diaspora qui est très forte sur le plan économique. C'est un pays qu'on peut maîtriser facilement. Il suffit de faire de grandes routes. Et imaginez la côte togolaise, c'est 50 km. Et quand vous parcourez le Togo du sud vers le nord, la partie la plus espacée, c'est peut-être 150 ou 200 km. Quand on parle de Badou, à Nangbeto, je pense que c'est 150 km ou 200 km. Ou 250 km. Donc, c'est un espace facile à maîtriser. Il suffit de faire de grands axes routiers et de développer les villes de l'intérieur pour que le pays puisse renaître avec une diaspora aussi forte, qui a un pouvoir financier aussi fort, le pays va se relever rapidement. Mais l'inquiétude, c'est la politique. C'est la politique. C'est les gens qui vont prendre ce pays après. Qui sont-ils? Comment s'organisent-ils? Sont-ils des gens qui comprennent ce que c'est qu'un État? Ils prennent de la hauteur pour nettoyer le pays. Ou c'est des gens qui vont aussi essayer de venir manger? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler à tout ça. C'est aujourd'hui qu'il faut informer les Togolais à tout ça. Qu'il faut travailler à tout ça. Et c'est tous ceux qui aspirent demain à jouer un rôle dans la société qui doivent commencer par travailler. Le temps que les gens prennent pour insulter, il faut réfléchir, il faut travailler, il faut concevoir, il faut anticiper. Fort aujourd'hui, il est dépassé. Le pays est bloqué. Il ne peut rien faire. Il ne peut plus rien faire. Il est écrasé par la dette. C'est pour ça que tous les chantiers sont à l'abandon. Aujourd'hui, tous les chantiers sont à l'abandon. Il ne peut plus rien faire. Une grande partie de l'argent, il le prend pour payer la dette. L'autre partie sert à alimenter ses voyages. Et tout le système sécuritaire. Parce qu'il est prêt à dépenser tout l'argent du pays pour sa sécurité. Donc, il n'y a plus d'argent pour développer le pays, pour les infrastructures, pour rien du tout. Les rares choses qu'il va faire, c'est des choses approximatives. Vous voyez? Et donc, le pays ne peut reprendre du souffle que quand ce régime ne va plus être là. Mais si on ne fait pas attention, ça peut aller dans tous les sens. Et c'est ça que les gens ne voient pas. Nous, on essaie de prêcher dans le désert. On fait notre part. Si demain on n'est pas là, au moins les gens sauront que nous avons dit quelque chose. Nous avons prévenu. On a anticipé. Donc, je tiens à vous dire vraiment merci. Merci pour ce moment de partage. Et merci d'avoir pris de votre temps pour assister à ce long live de retour. Et comme j'ai eu à le dire, je reviendrai dans d'autres lives pour d'autres détails. Il y a plein de sujets que j'ai reçus, que je n'ai pas pu développer. Je pense que d'autres jours, je vais revenir là-dessus. Et on verra ce que ça va donner tout ça. Et priez aussi pour nous, parce que ce n'est pas évident. C'est aussi, ça se joue aussi sur le plan spirituel. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent.
Il y a énormément de choses qui se passent. On a nos amis du M66 qui sont tout le temps mis à l'épreuve, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut vraiment prendre ça aussi sur le plan spirituel. Donc, il faut se préparer à tout. Il faut se préparer à tout parce que ce qui embête sérieusement aujourd'hui le régime, c'est ce qui ouvre les yeux des Togolais sur les limites de Faure Gnassingbé. Et c'est ça qui les énerve. Et c'est ça qu'ils ne conçoivent pas. Et c'est ça qu'ils n'acceptent pas. Ils ont tenté plusieurs fois d'acheter des gens parmi eux. Ça n'a pas marché. Après, ils utilisent d'autres méthodes. Je voulais au passage saluer notre frère Amron et lui dire que moi j'ai suivi après en différé son live. On le remercie pour ce qu'il a fait. Le choix qu'il a fait aussi, on le comprend. On ne va pas lui jeter la pierre. En tout cas, moi personnellement, je ne vais pas lui jeter la pierre. Il a vécu des événements difficiles. Il a été à l'épreuve. Ils ne l'ont pas fait cadeau. Et donc, tout ça, c'est compréhensif. Mais je voudrais juste lui dire en conseil que ces gens-là, ils aiment vampiriser les gens. Et ils n'aiment pas les méthodes douces. C'est des gens qui vampirisent les gens. Ils vont te faire croire à des choses. Le plus important pour eux, c'est de te fragiliser dans l'opinion. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi-même qui parle aujourd'hui, si demain je change de langage, je ne commence pas à bien parler de Faure Gnassingbé, c'est tous ceux qui m'insultent aujourd'hui qui vont commencer à m'apprécier. Les petits de Unir, là, ils vont dire, ah, Ferdinand est bon, Ferdinand revenir à la raison, parce qu'ils sont en train de m'apprivoiser. Et quand ils vont finir de m'apprivoiser, ils vont me vampiriser. C'est leur méthode. Si demain, je cherche même 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions, ils vont me donner facilement. Si je veux amener, si je leur demande de m'amener une fille du Brésil, je vais passer une nuit au dernier étage du 2 février, ils vont faire venir la fille. Et quand ils vont bien s'assurer qu'ils m'ont eu, ils vont enlever l'ascenseur, l'escalier, je resterai là-bas, je vais tomber. C'est comme ça qu'ils opèrent. Donc, il ne faut pas croire que c'est des enfants de cœur. C'est des gens qui sont extrêmement méchants et qui se vengent toujours de ceux qui, à un moment donné, les ont défiés. Tous ceux qui ont défié Yadema, quand les gens là sont retournés vers Yadema, il les a tués tous. Le fils, pareil. Les logos de suivi sont rentrés, ils sont morts. Donc, il faut le savoir. Il faut savoir que c'est des gens qu'il ne faut pas cadeau. Si tu veux les affronter, tu restes toi dans tes bottes jusqu'au bout. Tu meurs dans la dignité. Il n'y a pas de demi-mesure avec ces gens-là. Parce que quand eux vont t'attraper, ils ne te feront pas de la demi-mesure. Donc, il faut rester dans tes bottes. Donc, nous prions pour toi aussi, pour tout ce que tu as fait. Et j'espère que c'est cet aspect de conseil que je tiens à te donner. Moi, je te comprends, je comprends ton repositionnement, mais il faut savoir que ces gens-là, ils ne font jamais de cadeaux. Jamais de cadeaux. Si tu es contre eux, reste dans ta position jusqu'à la fin de ta vie. Au moins, tu auras le mérite d'avoir mené le bon combat, tu mourras dignement. Mais que des gens ne viennent pas te dire, ah oui, on comprend, on va faire ça, on va faire ça. Ils vont te vampiriser. Et quand tu ne seras plus rien, ils vont te jeter. Et ce sont les gens qui vont se moquer de toi. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire avec les gens. Ils l'ont fait avec des journalistes, ils l'ont fait avec les hommes politiques. Observez que tous les hommes politiques qui se sont approchés du RPT Unir, ils les ont vampirisés tous. Ils les ont vampirisés tous. Que ce soit directement ou indirectement, ils les ont vampirisés tous. Ils ont profité pour les affaiblir, détruire leur parti politique. Il suffit d'une photo, il suffit d'une rencontre, il suffit, je ne sais pas, quelque part, qu'on projette ça dans l'opinion, que ça commence par aller dans tous les sens. Donc, voilà ce que je voulais partager avec... ce sont des rancuniers éternels. Ce sont des rancuniers éternels. Gilles-Christ Olympio est devenu l'ombre de lui-même aujourd'hui. Il ne peut même plus rien faire. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà. Donc, bon courage à toi, bon courage à tout le monde, ceux qui font un travail inestimable sur la toile, ceux qui dénoncent la gabégie, les travers de ce régime, le manque d'eau, les infrastructures. C'est ce travail-là que nous devons faire tous les jours, jusqu'à ce qu'une solution arrive. On n'a pas le temps à perdre dans les histoires sans tête ni queue. C'est ce travail de conscientisation qu'il faut faire tous les jours. C'est ce qu'il faut faire tous les jours. Donc, on n'a pas le temps. Donc, restez focus. Quelqu'un t'insulte, quelqu'un dit quoi, il faut fermer les oreilles et avancer.
Il y aura toujours quelqu'un qui dira que tu es un gros nez. Il y aura toujours quelqu'un qui dira que tu as les oreilles comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui dira que tu as ci, tu as ça. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le travail que tu fais pour les Togolais. Moi, si les gens m'admirent tant au Togo, c'est parce que je parle de tous les Togolais. J'évoque les problèmes de tous les Togolais. C'est-à-dire, chaque Togolais qui prend son téléphone portable, il voit que je parle de son problème. Donc, c'est naturel. Les gens vont m'apprécier. Donc, je ne perds pas le temps à faire autre chose. C'est ce travail-là que certains devaient faire, mais ils ne l'ont pas fait pendant des années. Et ils ont perdu du terrain. Et là, même, ils ne comprennent pas qu'ils peuvent le refaire pour regagner l'estime du peuple. Ils sont dans les histoires sans tête ni queue. Donc, c'est le travail. Quand je parle d'un pont qui est à Tchamonga, je ne connais personne là-bas. Mais je suis sûr que les gens qui sont de Tchamonga, ils ont des téléphones portables. Ils ont des associations, des gens de Tchamonga, ils ont des forums WhatsApp. Ils vont regarder ça dedans. Ils vont dire, ah, le journaliste là parle de nous. Quand je parle des routes qui sont à Dany, qui ne sont pas bitumées, les gens de Dany vont regarder, ils vont dire, ah, il parle de nous. Là, tu deviens l'homme du peuple. Parce que ce dont personne ne parle, c'est toi qui le fais. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire pour gagner l'estime des gens. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai des intentions politiques. Je le fais parce que je prends plaisir à le faire. Donc, si vous perdez le temps dans les histoires sans tête ni queue, personne ne vous appréciera. Sortez des sentiers battus et parlez des problèmes des Togolais. Allez, merci à vous. Merci infiniment. Peut-être que maintenant que j'ai repris, en semaine, on fera peut-être de la catéchèse. Mais là, on fait la grande messe de dimanche. Peut-être dans la semaine, s'il y a des sujets qui arrivent, on pourra faire la catéchèse. J'ai dit que je vais revenir sur le problème de Mme Nyakade. Il faut que j'en parle avec Oumoulou. Il faut que j'en parle avec insistance. Il faut qu'on en parle. Je reviendrai en semaine sur leur cas. Je reviendrai en semaine sur la situation des étudiants et l'avenir de tous ces étudiants-là. Il faut qu'on parle des chiffres et qu'on se projette dans l'avenir. Il faut qu'on parle des chiffres. Vous avez 71 000, 71 000 étudiants sur le campus de Lomé. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans? Aujourd'hui, les histoires de l'auto-visa ne sont même plus possibles. Les visas, c'est difficile. Vous avez 71 000 étudiants dans une université publique. Je ne parle pas encore des privés. Vous avez presque 20 000 étudiants à l'université de Kara. Qu'est-ce que ces gens-là vont devenir? Les gens doivent se projeter dans l'avenir, faire des projections, faire des analyses. Économie, sociale et tout ça. C'est très important. Vous savez, ce que les Blancs de différents de nous, c'est qu'eux, ils sont dans la projection. J'ai vu ici, en France, et même dans les journaux allemands, et je vais terminer par là, pour de bon, j'ai vu en France et dans les journaux allemands, vous savez que c'est l'année passée, en 2025, le Nigeria a eu 7 millions 600 et quelques mille naissances. Il y a eu plus de 7 millions de naissances, 7 millions 600 et quelques mille naissances au Nigeria, en une seule année. Et donc, eux ici, ils ont fait des articles pour dire le Nigeria à lui seul a fait plus d'enfants que l'Europe et la Russie réunis. Le Nigeria seul a fait plus d'enfants en une année que l'Europe et la Russie réunis. Eux, ils se projettent déjà en disant, mais ces gens-là, le rythme auquel ils font les enfants, demain, ils vont nous envahir. Parce que autant d'enfants qu'on fait, c'est des bouches à nourrir. Et si la situation dans les pays ne devient pas stable, les gens partiront en aventure. Et ça a été l'objet de beaucoup de journaux ici. Le Nigeria fait des enfants, mais c'est en Occident qu'on commente ce sujet-là. Alors, quand vous avez 71 000 enfants, 71 000 étudiants dans une université, et que le marché de l'emploi est très serré, vous devez vous inquiéter pour l'avenir de la jeunesse. Quand vous avez 71 000 étudiants dans une seule université et que le marché de l'emploi devient problématique, vous devez vous inquiéter. Vous devez travailler et vous devez aborder les indicateurs économiques et vous projeter. Et demain, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Mais ces gens-là, on peut les utiliser aussi pour prendre le pouvoir. Vrai ou faux? Si ce sont 11 000 étudiants, si on est stratège, on peut les utiliser aussi pour embêter le pouvoir. Vrai ou faux?
C'est vrai. C'est vrai. On peut utiliser leur camp pour embêter le pouvoir. Il suffit de travailler. Il suffit d'avoir des idées. Il suffit d'être ingénieux. Il suffit de savoir de quel bout du fil qu'il faut prendre. Il faut travailler. Bonsoir chez vous. On va passer la chanson de Sassou Koudou pour vous dire bonsoir. Le comédien Tayo, je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il est libéré ou s'il est en prison. S'il n'est pas libéré, je vais parler prochainement de son cas. Je vais beaucoup parler de son cas. Le comédien Tayo, il a été arrêté à Kanté, je pense. Je vais parler de son cas aussi. Tous ces cas-là qui sont en suspens, je vais en parler largement. Je vais en parler largement. Ne vous inquiétez pas. Je vous inquiétez pas. Je suis venu en forme. Ne vous inquiétez pas. On va continuer. Merci à vous tous. Technique, si on peut boucler finalement le live. Demain, on a des choses à faire. Je ne sais pas si il y a une information de dernière minute que vous voulez me passer. On n'a pas abordé la question de l'eau. Bon, c'est partout dans le pays. Il y a le journal La Dépêche qui a fait une très bonne une la dernière fois sur la question de l'eau. Ça concerne tous les Togolais. C'est vraiment dommage, mais on en reparlera. Et voilà, il faut que le peuple togolais ait au moins des porte-paroles. Il faut que le peuple togolais sente qu'il y a des gens qui sont prêts à porter ces revendications. Et ça, c'est important pour les conscientiser, pour les rassurer, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas abandonnés. Ça, c'est très important. Et donc, c'est ce travail-là que nous devons faire. Nous qui avons accès aux réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus faire des meetings, les médias sont traqués. Et nous qui sommes à l'extérieur, c'est ce travail-là que nous devons faire. Parce que le taux de pénétration de l'Internet est très fort au Togo. Donc, beaucoup de gens ont des Android, donc les gens viendront voir après les vidéos. C'est très important que nous fassions ce travail-là. Donc, merci à vous tous. Technique, on va finir. Sinon, on ne va jamais y arriver. Merci. Les vautours se disputeront encore. Les hyènes suceront mes os dévêtus. Vous ne pourrez enterrer à ma mort. Car toutes nos terres ont été perdues. Les acquis sanguinants par la justice. Un chef qui n'a plus au trône qu'un rocher. Et pour royaume qu'un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? On a parti toujours, on utilise. Cette terre est à toi, c'est ta fierté. Là où des fétiches sont implantés. Salut mon conduit, merci. Merci à toi, merci à vous. Le premier cri. À Zaga, à Kodo du Togen, à Kodo du PC, je vous dis tous merci. Technique, il faut passer la chanson de Sassou Koudou. On termine avec ça. Merci à tous ceux qui animent les panels de sensibilisation. C'est important. Nous sommes considérés moins que des chiens. Les acquis sanguinants parlent ainsi. Un chef qui n'a plus pour trône. Quelqu'un vous invite, passer ça comme une commande et avancer. C'est la fin qui justifie les moyens. Et continuez pas à être focus. Minimiser les choses qui n'ont pas d'importance. Il faut qu'on avance. C'est important. Ce que les Togolais attendent de nous, c'est l'information que nous leur portons. C'est comment nous relayons leurs problèmes. Et si des pas vous entendez le bruit, cachez-vous dans un trou. On va y arriver. J'en suis convaincu. Je mourrai moi, mais je serai avec vous. On va y arriver. Quand appris les autres à l'école. Et moi, ces derniers temps, je suis très fermé. Très fermé. Parce que je veux éviter des problèmes. Donc,
Je ne parle plus trop, je ne discute plus trop, je me concentre sur l'essentiel. Carrément. Donc, il y a des gens qui ont fait des clins d'œil, je n'ai pas réagi, c'est pour éviter des histoires. Donc, je me concentre sur l'essentiel. Merci à vous. Allez. Visiblement, la technique le retrouve par la chanson de Sassou Koudou. On va la réserver pour la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine. Imbécile pour qui il s'est battu. Rédactif, sanguinant, parla ainsi. Un chef qui n'a plus au trône.